En section 1, réforme au niveau du cadre conceptuel. Le cadre conceptuel traite quoi? Il traite des objectifs et principes de base. Aujourd'hui, on a même vu qu'on ne parle plus de principes de base de la comptabilité, mais des principes fondamentaux. Bon, avec eux, on n'a pas encore parlé de ça. On continue. Des objectifs et principes de base des états financiers. C'est le cadre conceptuel qui va traiter les caractéristiques et structures des états financiers, c'est-à-dire comment est-ce que les états financiers doivent être présentés. Ensuite, ça traite la définition des éléments à partir desquels les états financiers sont construits. C'est pour dire que chaque comptable doit maîtriser son cadre conceptuel qui régisse les activités comptables. Parce que si tu es comptable, tu n'as pas une idée sur ça, c'est que tu navigues, voilà, comme ça, sans savoir où tu vas. Et c'est très important, puisque le premier élément même qu'on a souligné là-bas, c'est quoi? Ce sont les principes comptables. C'est la première chose que comment on dit, vous devez comprendre et maîtriser au niveau du cadre conceptuel. Ensuite, comment présenter les états financiers. Ensuite, les règles d'évaluation et de comptabilisation des éléments des états financiers. Donc, le comptable doit se servir du contenu du cadre conceptuel pour savoir comment il doit fonctionner en tant que comptable. Selon quel principe comptable je dois évoluer, comment je dois faire la saisie des opérations, comment je dois présenter les états financiers, selon quel format, en fonction de quoi et quoi. Donc, c'est très important. C'est le but même comment on dit, du cadre conceptuel. Bon, ce n'est pas une norme, hein, mais la structure de référence théorique qui sert de support et de guide à l'élaboration des normes comptables. C'est ce que nous appelons le cadre conceptuel. Bon, le terme entreprise devient entité. Un des premiers éléments qu'on peut déjà constater au niveau du réforme du Cisco-Ada. On dit l'une des premières nouveautés observées à ce stade est l'usage plutôt du concept entité à la place de celui d'entreprise dans le référentiel. Cette notion donne une définition beaucoup plus large des sujets de droit astreint aux dispositions du droit comptable. Je l'ai déjà expliqué de par la question que je l'ai posée. Et je disais pourquoi est-ce que cela a été modifié? C'est parce que dans l'ancien référentiel, on avait entreprise. Et entreprise ne cadre plus avec les objectifs du nouveau référentiel. Parce que quand on dit entreprise, c'est bien expliqué, c'est qu'ils sont à la recherche du profit. Mais nous savons que dans un pays donné, on n'a pas que les entreprises. Il y a aussi des associations. Il y a des congrégations religieuses. Il y a des autres professionnels. Il y a des fondations, des fonds de dotation. Il y a bref, une catégorie d'entités qui est à but non lucratif. Et le seul fait de continuer par laisser entreprise dans le référentiel, c'est qu'il y a déjà c'est une erreur. Ça ne passe pas. Donc, il faut dire que c'est une sorte d'erreur qu'on vient de corriger au fait. C'est pour améliorer le cadre conceptuel ou tout simplement comment on dit, le référentiel. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a changé entité par entreprise. Pour que l'on puisse englober également l'autre partie des entités, qui sont les entités à but non lucratif. L'entité, déjà, c'est quoi? De par sa définition, l'entité, c'est un ensemble organisé d'une, plusieurs personnes physiques ou morales et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. J'ai souligné ici deux éléments dans cette définition qui ont retenu mon attention, c'est activité économique et objectif propre. Tout à l'heure, je vais définir ou dire le pourquoi, bien ce qu'on peut entendre par activité économique dans cette définition. Et là, vers la fin, on a parlé de quoi? On dit qu'il poursuit un objectif propre. Ça veut dire qu'une entité peut poursuivre un objectif qu'est la recherche du profit, donc à but lucratif, ou poursuivre un objectif social, donc à but non lucratif. La définition est claire, alors que l'entreprise nous disait profit. Et ça se limitait uniquement sur la recherche du profit. Je ne vois pas quelqu'un qui va se lever et dire il va créer une entreprise et puis créer une entreprise c'est pour aider les gens. On ne crée pas une entreprise pour aider les gens. Tu crées une entreprise pour gagner quelque chose. Soit pour sortir dans le salariat, soit pour, je sais pas, en tout cas, tu as un objectif et l'objectif final, c'est d'avoir un gain. C'est vrai, tu peux éventuellement subir des pertes. C'est ça le côté objectif propre. Mais c'est quoi activité économique alors? Par activité économique,
Il faut entendre toute activité civile ou commerciale produisant des biens ou des services marchands ou non marchands exercés dans un but, comment? Lucratif ou non. C'est clair la définition de l'entité. On a englobé toutes sortes d'activités, civiles ou commerciales, qui produisent des biens ou des services, peu importe le domaine d'activité, marchand ou non marchand, exercés dans un but qui peut être lucratif, donc la recherche du profit, de l'argent, d'un gain, ou à but non lucratif, donc du social. C'est ce que nous appelons entité. Alors, deuxième forme qu'on peut constater, c'est le fait que nous avons une nouvelle appellation du droit comptable. Ça aussi, je l'ai déjà dit dans ton résumé. C'est que le référentiel comptable, le nouveau nom, c'est ODCIF. Ce même droit comptable, commun à tous les États membres. Quand on parle d'États membres, on veut parler des 17 pays membres de l'OHADA. Donc, on dit ce même droit comptable commun à tous les pays, les États membres, est désormais appelé ODCIF, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière, en remplacement de l'AUCE, c'est-à-dire Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. C'est l'ancien référentiel qu'on utilisait et c'était le référentiel de 2000. Il est accompagné d'un guide d'application du Cisco-OHADA, d'un guide d'application des normes IFRS et d'un guide pratique des normes professionnelles en plus du Cisco-OHADA révisé, qui est passé de 516 pages à 1246 pages. Il y a plus à lire. Bonne lecture à vous. Vous pouvez lire 1246 pages. Et de temps en temps, essayez de lire et ça vous permettra de mieux comprendre et maîtriser la comptabilité. Toutefois, le référentiel nous dit, même si le concept d'entreprise est remplacé par la notion d'entité, qui est plus étendu, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'est plus large, qui est plus étendu par sa dénomination, le normalisateur comptable nous donne avec précision quand même dans l'article 5 de l'ODCIF, celles exclues du champ d'application du Cisco-OHADA. Quelles sont les entités exclues de l'application du Cisco-OHADA révisé? Il nous rappelle, le normalisateur bien sûr, qu'il s'agit notamment des établissements de crédit. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà soumis à un plan comptable bancaire. Donc, eux, ils ne font pas partie de l'application du Cisco-OHADA révisé. Donc, les banques. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur référentiel ou tout simplement un plan comptable qui leur permet d'organiser leur comptabilité et de faire comment on dit, de passer les écritures. Donc, il y a ce qu'on appelle le plan comptable bancaire. Il y a même la comptabilité bancaire. Donc, voilà à peu près. Ça, c'est les établissements bancaires, les établissements de crédit. De deux, il nous fait savoir que les établissements de microfinance aussi ne sont pas soumis. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà soumis au plan comptable des microfinances. C'est ce qu'il nous dit. Il continue plus loin en nous disant que les acteurs du marché financier aussi n'en font pas partie. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis à un plan comptable spécifique à leur secteur. Il a essayé aussi de nous rappeler que les sociétés d'assurance et de réassurance ne sont pas soumis au Cisco-OHADA révisé. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà soumis à un code appelé le code CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Ensuite, il nous dit que les organismes de sécurité et de prévoyance sociale sont également soumis à un plan qui est le code CIPRES, Conférence interafricaine de prévoyance sociale. Donc, si on me dit organisme de sécurité et de prévoyance sociale, je pense qu'on veut nous parler de la CNSS, de la CRT. Mais eux, ils n'utilisent pas le plan comptable général de l'OHADA. Ceux qui sont dans l'assurance, c'est le code CIMA, ainsi de suite, ainsi de suite, quand je viens de le citer. Mais pour terminer, il nous rappelle avec précision que les entités à but non lucratif n'en font pas également partie. Je peux vous préciser que eux aussi n'en font pas partie. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent le plan comptable 6CBNL. Je ne l'ai pas mis ici, mais vous pouvez avoir plus d'informations quand même à la linéa 3 de l'article 5.
ils sont soumis à un plan comptable appelé plan 6CBNL. Ils ne sont pas dans le PCGO non plus. Voilà les tontons que le normalisateur comptable a essayé d'écarter du champ d'application du Cisco-ADA révisé. Oui, allez-y. Oui. Ceux qui sont en haut? Oui. Non. La banque est à but lucratif. Cherche du profit. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas, ou pourquoi est-ce que il sort du champ d'application du Cisco-ADA? C'est parce qu'il a déjà lui-même son plan propre à son secteur. C'est uniquement à cause de ça. C'est bon. L'assurance et l'assurance ne sont pas dans le social. Hein. C'est pour faire de l'argent. Les marchés financiers, les sociétés d'assurance, la CNSS, tout ça, c'est pas dans du social. CNSS, bon, normalement peut-être. Mais voilà à peu près. C'est bon? Voilà. C'est pourquoi après avoir cité tout ça, j'ai ajouté aussi entité à but non lucratif. Voilà, ça veut dire que ici, on va apprendre, en tout cas, on va parler un peu de ce que j'entends par entité à but non lucratif. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ceux qui sont en ligne aussi, n'hésitez pas. S'il y a des questions, arrêtez-moi. On va revenir sur vos questions, donner des réponses, en tout cas des approches de solutions à vos questions. Bon. Réforme au niveau du cadre conceptuel. Les sociétés d'État entrent également dans le champ d'application de l'OTIF et donc du Cisco-ADA, ainsi que des autres actes uniformes, en général sous la forme juridique de SA. Vous connaissez les sociétés d'État, généralement c'est des SA, etc. Eux aussi, ils sont sous le Cisco-ADA, tout en bénéficiant quand même d'un régime particulier énoncé à l'article 91.6 ou 916 de l'acte uniforme relative, je sais plus trop, à une société commerciale et des groupements d'intérêt économique, sûrement que c'est quelque chose comme ça. C'est à cause de ça que je vous ai envoyé les PDF là. Il y a l'acte uniforme concernant ce que je viens de dire. Si vous voulez lire, allez tout simplement à l'acte, comment dire, l'article 916, lisez un peu pour voir qu'est-ce qu'on dit par rapport aux sociétés d'État. Donc, par exemple, la nomination des membres du conseil d'administration. Conseil d'administration. Par décret. Ils sont nommés parfois par décret, etc. Donc, tout ça là est possible. Et c'est régi par ceci. Bon, il y a certains, c'est la comptabilité publique qu'ils utilisent, hein, ou autre. En ce qui concerne les entités à but non lucratif, autrement dit les EBNL, tout comme les autres entités, banques, assurances, qu'on a déjà vu, mutuelles, sociales, il est clair qu'elles doivent disposer d'un système comptable qui leur est propre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à ce que je viens de dire, c'est quoi. L'harmonisation donc des pratiques comptables des entités à but non lucratif nécessite la mise en place d'un dispositif comptable qui permet de traduire leur activité selon les règles comptables appropriées. Le souci, c'est que, en ce moment, il n'y avait pas de référentiel pour les entités à but non lucratif. La suite va donc nous informer sur ce qui s'est passé après. Pour cela, on constate, puisqu'il n'y avait pas de référentiel, les entités à but non lucratif, je veux dire, on constate l'adoption à Niamey, au Niger, après une réunion du Conseil des ministres de l'OADA, les 21 et 22 décembre 2022, de l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif, en abrégé CCBNL. Vous allez entendre des gens dire CCBUNOL, ça non, c'est pas CCBUNOL. Quand c'était le projet de loi concernant le CCBNL, ils avaient donné le nom CCBUNOL, à but non lucratif, quoi. Donc c'est but. Au lieu de BNL, on a mis BUNOL. Voilà. Mais après, quand le normal est sorti, on a supprimé le CCBUNOL par le CCBNL parce que le CCBUNOL a trait un peu à un nom de produit pharmaceutique. Donc on dit non. C'est comme dit paracétamol, en fait. Donc, pour éviter ça, le normalisateur comptable a dit non. Il a supprimé le CCBUNOL du projet et a gardé le CCBNL. OK. Qui vient en réalité à titre complémentaire à quoi? À l'OTIF. Pourquoi je dis à titre complémentaire? C'est important d'expliquer ceci. Quelque part, les entités soumises au CCBNL sont obligées
non seulement de respecter les 28 articles, si j'ai bonne mémoire, les 28 articles de l'OCCBNL, mais aussi à certains articles de l'OTIF. Donc ça vient à titre complémentaire. Le CCBNL est un système d'organisation de l'information financière ayant pour but de présenter les états financiers reflétant l'image fidèle de la situation financière, de la performance et des variations de la situation de trésorerie des entités à but non lucratif. Bon, c'est une information parce qu'en réalité, ça ne nous concerne pas trop. Donc voilà à peu près. Ça, c'est pour les EBNL. Donc désormais, vous êtes au courant, cher comptable, il y a un référentiel propre aux entités à but non lucratif. Vous ne devez plus utiliser le PCGO. Parce que avant la réforme, c'est ce qui se faisait. On utilisait on adaptait, en fait, le Cisco-ADA aux ONG. Et l'autre chose aussi, c'est que on était obligé de respecter la comptabilité imposée par le bailleur. Mais aujourd'hui, là, si un bailleur veut imposer une comptabilité, c'est pas un problème. Il doit être prêt tout simplement. C'est-à-dire, recruter un comptable qui lui fait ce qu'il veut et recruter un autre qui lui fait le CCBNL, ou bien recruter un seul comptable qui fait les deux, mais il le paie bien. C'est pas si vous voyez, puisque ça lui fait plus de boulot. C'est qu'il va gérer deux comptabilités. Une comptabilité, peut-être en anglais, si le bailleur est anglophone, parce que souvent il demande. Les trucs là, non, fais-moi ça comme ça, voilà ce que moi je veux. Mais dans le pays, quoi qu'il arrive, tu es obligé. C'est une obligation. Tu ne peux pas y déroger. C'est une obligation avec une grande O. Lettre capitale. Tant que vous êtes une entité à but lucratif, c'est une obligation. C'est que eux aussi doivent déjà commencer par courir. Oh, comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce qu'en avril, ils doivent déposer eux aussi leur état, leur tout premier état financier. Tout ce qui est entité à but non lucratif. Ce référentiel comptable s'applique selon l'article, est-ce que je ne l'ai pas encore fait? Ok. Selon on va parler du CCBNL, hein. Je l'ai déjà dit, mais voilà. Aux associations et autres professionnels. Quand je dis association, il y a en même temps ONG, tout ça là-dedans. Aux fondations, fonds de dotation, les entités religieuses, les clubs sportifs. Mais attention, les clubs sportifs dont on parle, c'est les clubs sportifs qui ont la qualité d'association. Et aux projets de développement et assimilés. Voilà ce que le CISQUAD et le CCBNL met dans entité à but non lucratif. Et il précise en réalité ici, moi j'ai juste fait ça comme ça pour donner un peu plus d'explication. Sinon, dans le vrai référentiel, tout ce qui est entité religieuse, club sportif, fonds de dotation, les fondations, y compris les orphelinats, tout ça là, se trouve dans association. Il a défini association comme étant, ça y est, comme on dit, les entités religieuses, tout ça là, pour le CCBNL, ce sont des associations. Donc, il dit association et projet de développement. Il n'aborde que les transactions effectuées par ces entités et permet aux utilisateurs et aux producteurs des états comptables et financiers de saisir la nature, la portée et les spécificités d'une comptabilité d'engagement. Donc, désormais, c'est une comptabilité d'engagement qui doit être cette part. Donc, il faut un comptable dans ces entités. Bon, l'autre nouveauté est l'introduction du concept d'entité d'intérêt public. Depuis qu'on a commencé, on est toujours dans le cadre conceptuel. Hein. Il y a encore d'autres choses qu'on va voir. Là, on est toujours dans le cadre conceptuel. Et on nous dit qu'il y a encore une nouveauté qui est introduite, c'est le concept d'entité d'intérêt public, les EIP. Ces entités sont entre autres les sociétés cotées, donc les sociétés cotées en bourse, les entités de crédit, les établissements de crédit, les compagnies d'assurance et de réassurance, les organismes de prévoyance sociale et celles désignées par l'État partie comme entité d'intérêt public. Par exemple, certaines sociétés d'État et concessionnaires de services publics comme le secteur de distribution d'eau, des mines, des postes et télécommunications, du transport public, le port autonome, etc. Donc voilà ce que on peut désormais regrouper dans entité d'intérêt public, les EIP. Société cotée en bourse, est une EIP. Les établissements de crédit, compagnies d'assurance, etc. sont des EIP. Mais c'est pas fini.
La particularité par rapport aux entités d'intérêt public, c'est quoi? Vous savez pourquoi est-ce qu'on les catégorise maintenant? C'est ce qu'on veut voir. La particularité là-bas, c'est que ils doivent obligatoirement présenter leur état financier selon les normes IFRS. En sus de leur état financier Cisco-ADA, lorsqu'elles disposent des titres inscrits à une bourse de valeur ou font appel public à l'épargne. C'est qu'il y a quand même une condition. C'est que s'ils disposent des titres inscrits à une bourse de valeur, déjà c'est ça la condition, ou obligatoirement présenter les états financiers selon les normes IFRS. C'est déjà la première condition. Ou font appel public à l'épargne. Là aussi, ils sont obligés de présenter les états financiers selon les normes IFRS. Pour aller plus loin, parce que c'est juste une phrase, mais j'ai prévu expliquer après, parce que je ne peux pas tout mettre en même temps dedans. Pour aller plus loin, ce que vous devez en réalité comprendre ici, c'est que s'ils respectent les deux conditions-là, ils sont obligés de présenter les normes, les états financiers selon les normes IFRS, mais en réalité, ils ne sont pas obligés de présenter les états financiers selon le Cisco-ADA. Mais c'est une obligation pour l'IFRS. Je ne sais pas si vous voyez. Mais dans la réalité, le mieux, c'est de faire les deux. Ils déposent ceci de l'autre côté, ainsi de suite. Donc voilà à peu près ce que préconise le normalisateur. Et l'autre précision que le Cisco-ADA nous dit, c'est que ils doivent obligatoirement faire certifier les états financiers, selon les normes IFRS bien sûr, par un commissaire aux comptes. C'est une obligation. Et déposer ces deux jeux d'états financiers au RCCM, au registre du crédit, du commerce et de crédit immobilier ou quelque chose comme ça. Les faire approuver par l'Assemblée générale ordinaire. C'est une obligation. Mais sans qu'il y ait encore une autre personne à qui on doit le faire approuver aussi. Donc voilà à peu près, ou bien les institutions des marchés publics ou quelque chose comme ça. Marché financier, j'oublie un peu ce qu'il y a là-bas, mais après peut-être je vais revenir là-dessus. Donc voilà l'obligation, l'essentiel est mis quand même ici, je voulais obligatoirement faire deux lignes. Donc voilà à peu près, certifier les états financiers IFRS par un commissaire au compte, obligatoirement. Déposer les états financiers au registre du commerce et des crédits immobiliers, faire approuver ces états financiers par l'Assemblée générale ordinaire. Voilà ce qu'on oblige les entités d'intérêt public à faire au moment où ils ont respecté les deux conditions que je viens de dire. Toutefois, il y a une exception. C'est quoi l'exception? L'exception, c'est que les entités d'intérêt public soumises déjà à des plans comptables spécifiques à leur secteur ou qui ne remplissent pas les conditions qu'on a dit tout à l'heure, ne seront pas obligés de respecter ce qu'on vient de dire. C'est que même si je n'avais pas mis l'exception, c'est déjà dit dans l'explication. Puisqu'on a dit, il faut qu'ils respectent les conditions là. Donc voilà à peu près ce qu'on nous dit en ce qui concerne les entités d'intérêt public.